Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo lecture. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de mes lectures du mois de février et de début mars. Et vous verrez que vers la fin de la vidéo, je vais parler plus précisément du Black Month History, qui est un mois qui a été dédié à l'histoire des Noirs à travers le monde, donc j'ai lu plusieurs ouvrages relatifs à cela. J'ai lu Poème choisi de Renée Vivien, qui est une autrice d'origine britannique et américaine, qui a choisi de vivre en France et de prendre le nom de plume de Renée Vivien et d'écrire en français. Alors c'est une poétesse que je connaissais de nom dont j'entends parler depuis quelques années maintenant, mais que je connaissais pas du tout auparavant. Elle s'est beaucoup inspirée des poèmes de Baudelaire, de Verlaine, et ça a aussi été l'amante de Colette. C'est quelqu'un qui était fasciné par la Grèce antique, ça se voit beaucoup dans ses vers où il y a des références multiples à des mythes, mais aussi parce qu'elle a traduit, je crois, des vers de Sappho, ce qui fait qu'on l'appelait en fait, Renée Vivien était surnommée la Sappho 1900. C'était une femme vraiment, je dirais engagée, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais voilà, c'était une femme qui était désintéressée du mariage, qui s'intéressait pas non plus à la maternité, qui était lesbienne. Donc je pense que ça a dû lui valoir peut-être quelques soucis à l'époque. Et en tout cas, j'étais très heureuse de la découvrir parce que j'ai beaucoup aimé sa poésie. Vraiment, ce sont des... c'est sensuel, c'est une poésie qui est très aquatique. Voilà, parce qu'elle parle beaucoup de l'océan, il y a beaucoup d'images autour de l'eau, autour du reflet dans l'eau. Et aussi une poésie qui est, je dirais, qui est florale. Il y a beaucoup la figure des lys, des roses, des violettes, des anémones qui sont très présentes tout au long des écrits. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que ça reste très accessible en fait. C'est une forme de sonnet assez classique, donc vraiment c'est accessible. Voilà, c'est des émotions auxquelles je pense on peut facilement s'identifier. Enfin moi en tout cas auxquelles je me suis moi facilement identifiée. Et voilà, il y a aussi des vers qui sont plus cruels, plus sombres parfois, parce que Renée Vivien était aussi quelqu'un de très mélancolique et qui s'est un peu détruite vers la fin de sa vie. Elle est morte très jeune, donc ça transparaît aussi dans ses vers. En tout cas, je ne peux que vous la recommander, ça a été vraiment une très belle découverte de l'année pour l'instant et je vous le recommande chaudement. Je passe à de la fantaisie avec Le Chant des Cavalières de Jeanne-Marième Corrèze. Donc c'est une très jeune autrice qui est lyonnaise. Je crois qu'elle doit avoir 25-26 ans, quelque chose comme ça. Et c'est aussi une très jolie édition, je tiens à le souligner, chez les Moutons Électriques. Donc c'est de la fantaisie, mais vous allez voir, c'est de la fantaisie qui apporte vraiment quelque chose à ce lot, à ce gigantesque domaine. Ça se passe donc dans un univers dans la région de Nordo, donc l'univers est découpé en 4 grandes régions, donc nord-est, ouest et sud. Et les personnages principaux qu'on va suivre vivent donc dans la région de Nordo, donc au nord. On va suivre un ordre de femmes qui sont des femmes qui chevauchent des dragons d'ailleurs qui ressemblent d'après la couverture un peu à des chocobos. Et le roman débute avec la mort de la matriarche du Nord, qui est remplacée par celle qu'elle a formée, donc Eliane, qui va prendre sa place. Et on va suivre aussi tout simplement une petite fille qui s'appelle Sophie, et qui est destinée à être l'écuyère d'Eliane, donc de prendre ensuite le flambeau d'Eliane à terme, donc d'être son élève. Sauf que Sophie se fait malheureusement complètement délaissée par son maître, on va dire, et se retrouve un petit peu livrée à elle-même et sans trop savoir ce qu'elle doit faire. Couplé à cela, bien sûr, on va voir qu'il y a des conspirations politiques qui se mettent en place, dont vous devinez, Sophie est en fait le nœud central. Déjà, c'est un ouvrage qui m'a frappée parce que c'est vraiment très bien écrit, j'ai trouvé. J'ai apprécié aussi le fait que c'est une région qu'on comprend tout de suite. On comprend qu'il y a 4 points, qu'il y a 4 zones importantes, que chacune a des particularités géographiques et climatiques qui font qu'on reconnaît tout de suite. Et du coup on n'a pas besoin de cartes en fait, comme c'est le cas dans beaucoup de romans de fantasy où il y a la fameuse carte au début de l'ouvrage, là c'est absolument pas le cas et tant mieux, on n'a pas besoin en fait. Donc déjà ça c'est un point que je trouve important de souligner, enfin je sais pas, ça m'a interpellée. Les thématiques sont vraiment, il y a de belles thématiques qui sont abordées. Bon voilà, on découvre plus ou moins que ça va être l'histoire en fait un peu d'une révolte contre le joug de colonisateurs qui sont là depuis pas très longtemps en fait et qui ont complètement imposé leurs règles à des personnes qui n'avaient rien demandé.
Ça parle aussi de sexualité féminine et de lesbianisme, donc ça aussi c'est des thématiques que je trouve intéressantes et qui sont bien traitées. Et puis tout simplement les personnages, je vous disais l'écriture des personnages est vraiment bien. On a ce personnage de Sophie qui est en fait une jeune fille qui a la volonté de bien faire, qui cherche un peu de la reconnaissance qu'elle ne trouve en fait pas chez Eliane et qu'elle va chercher un peu ailleurs. Et on va se rendre compte que son besoin de reconnaissance va être plus ou moins utilisé par d'autres personnes, des adultes qui veulent faire de Sophie leur instrument pour mener à bien leur projet politique personnel, on va dire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Sophie, elle a plus ou moins conscience de ça. Elle a plus ou moins conscience d'être manipulée à certains moments ou d'être en tout cas utilisée, d'être l'instrument de quelqu'un. Parce qu'elle voit bien que c'est pas des choses qu'elle voulait forcément au fond d'elle-même. Elle demande pas... elle se dit j'ai jamais demandé à faire ça, j'ai jamais demandé à accomplir ça, mais elle le fait, elle continue. Elle se dit, elle se laisse plus ou moins le temps de mûrir vis-à-vis de ça et de prendre du recul. Ce qui est aussi bien, c'est que Sophie, c'est un personnage qui a de la colère, on va dire, en elle, et souvent la colère c'est perçu comme quelque chose de très péjoratif. C'est la colère qui fait perdre la sagesse, c'est la colère qui nous aveugle. Dans le livre, c'est pas trop le cas en fait. La colère, c'est ce qui va permettre à Sophie de s'émanciper à un moment donné, de s'émettre d'une figure des figures qui du coup vont être très critiquées. Hein. Vous imaginez bien que le fameux schéma de l'apprenti maître est vraiment critiqué. Et donc cette colère-là, c'est ça qui va lui permettre de justement voir certaines choses et de se libérer à certains moments de l'influence de certaines personnes. Donc là c'est quelque chose que j'ai vraiment trouvé intéressant et globalement tous les personnages du livre je trouve sont vraiment bien écrits avec de l'équilibre, enfin de la justesse, c'est vraiment j'étais très impressionnée. Donc j'ai beaucoup apprécié. Le livre est aussi c'est une fin ouverte, c'est-à-dire que souvent les livres de fantasy aussi il y a plein de tomes, c'est cool mais en même temps c'est un peu long, un peu lourd. Et là, c'est une fin qui est ouverte, donc je sais pas s'il y aura une suite ou pas, et la suite aurait du coup du sens parce qu'il restait encore des choses, je pense, à creuser, et en tout cas, ça apporterait quelque chose, ça serait pas du tout inutile d'avoir une suite, mais en même temps, j'en attends pas vraiment parce que la fin, on arrive à la fin, on se dit ok, d'accord, ça a été, il y a des choses qui ont été résolues, ça laisse l'ouverture pour la suite, pour on va dire une nouvelle aventure. Et voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé, je trouve que c'est un ouvrage qui est passé un petit peu, enfin j'en ai pas beaucoup entendu parler et c'est dommage parce que c'est très très bien. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des ouvrages de fantasy comme ça qui sortent et qui apportent vraiment quelque chose, donc je vous le recommande encore une fois. J'ai lu Le Chant d'Achille de Madeline Miller, qui est un petit peu une relecture de l'Iliade en se concentrant sur la relation entre Achille et Patrocle. De leur rencontre donc tout jeunes enfants jusqu'à leur mort donc. J'ai trouvé que c'était une façon intéressante de découvrir les faits qui se sont produits donc durant l'Iliade, donc plus particulièrement la guerre de Troie, vous vous en doutez. Voilà, ça m'a permis de mieux comprendre certains personnages dont j'avais déjà aperçu les noms de ci de là mais j'avais pas trop compris qui c'était précisément. Donc là ça permet un peu de remettre toutes les choses dans leur contexte, aussi de rappeler certains faits marquants. Donc j'ai trouvé que cet aspect était intéressant. Après ce livre, j'ai voulu le lire parce que fin 2020, j'étais vraiment, après avoir joué à Hades, j'avais très envie de creuser un peu plus les mythologies grecques, d'en savoir un peu plus, parce que c'est pas particulièrement un domaine que je connais. Et étrangement, j'ai vu Le Chant d'Achille revenir plusieurs fois dans les meilleures lectures 2020 de plusieurs personnes, donc je crois que je l'ai vu revenir 2 fois, je crois. Et du coup, je me suis dit, ça a l'air pas mal, ça pourrait être cool de le lire comme ça pour en savoir plus. Donc, il a certes rempli son rôle d'en savoir un petit peu plus sur l'Iliade, en quelque sorte, mais par contre, je l'aurais jamais mis en meilleure lecture 2020, je pense. Alors, c'est pas que le livre est mauvais ou quoi, mais déjà, c'est une écriture qui est rien d'exceptionnel, c'est vraiment une écriture qui est c'est très formelle, on va dire. Alors après, je m'en doutais un petit peu, honnêtement, en prenant le livre, je me suis dit, ouais, je pense que ça va être un peu ce genre d'écriture-là, et je m'étais pas trompée. Mais voilà, c'était une bonne lecture, mais j'ai pas trouvé que c'était extraordinaire en soi. Il y avait des moments que j'ai trouvé agréables, il y a des moments où j'ai été contente de découvrir certains personnages et ce qu'ils avaient fait, donc ça m'a plu. La relation Achille et Patrocle, je sais pas trop quoi en penser. Il y a des moments où c'est vraiment chouette, la relation est bien décrite, c'est pertinent, c'est intéressant de voir l'évolution des deux personnages. Mais il y a vraiment un passage qui m'a un peu dérangée dans le sens où en fait le récit se place du côté de Patrocle, c'est lui qui raconte l'histoire. Et il a un petit peu... En fait, quand il n'y a pas Achille, il se passe rien en fait. Patrocle, il a aucun centre d'intérêt à part Achille, il a aucune raison de vivre à part Achille. Et moi, ce genre de relation, je trouve que c'est quand même très problématique.
Alors heureusement ça change vers la fin, la moitié, les trois quarts du roman où en fait Patrocle va se découvrir un centre d'intérêt auquel il va être assez bon, donc ça va donner un peu plus de souffle et ça va aussi lui apporter de la maturité qui va être très intéressante parce que du coup Achille lui va un peu se perdre dans la guerre, tandis que Patrocle lui va prendre un peu plus de recul, donc ça c'est intéressant. Mais voilà, je sais pas, il y avait des moments où je trouvais que c'était aussi un peu trop à l'eau de rose, que c'était un peu romancé quoi, hein, tout simplement. Donc je sais pas, j'étais un peu mitigée. C'était une bonne lecture, mais moi clairement ça a clairement pas fait partie de mes meilleures lectures de n'importe quelle année je pense. Donc voilà, après je suis peut-être un peu critique, j'en sais rien, mais voilà. Après c'est sympathique, si ça vous intéresse, vous pouvez tenter, ça, je pense que ça peut valoir le coup d'œil si vous êtes intéressé par ce genre d'environnement, d'histoire, etc. Un autre recueil de poèmes qui est Mare Nostrum de Khaled Matawa, qui est un poète libyen qui a émigré aux États-Unis où il est enseignant. Et c'est aussi un spécialiste du poète palestinien Mahmoud Darwish. Alors, Mahmoud Darwish, j'en ai déjà lu. C'est pas pour moi, je pense. C'est une poésie que je trouve très complexe à aborder, enfin en tout cas qui m'a pas vraiment parlé, qui m'a pas touché, qui m'a pas parlé. Mais par contre, ce recueil Mare Nostrum, lui, m'a beaucoup plu et je suis vraiment contente de vous en parler aujourd'hui. Comme le nom de ce recueil l'indique, on va suivre du coup des récits autour de la Méditerranée et plus particulièrement de réfugiés syriens, de réfugiés libyens qui fuient vers l'Europe. On va avoir les évocations des passeurs, l'évocation des lieux qui sont quittés, qui sont regrettés, de cet exil qui est vraiment pas souhaité. Et le fait d'aborder des thématiques comme ça qui sont actuelles, qui sont complètement qui sont dramatiques, qui sont actuelles, donne beaucoup de force au vers de Matawa et je pense que c'est ça qui m'a plu et qui m'a touchée. J'ai remarqué aussi qu'il essayait un petit peu de tester certaines formes dans l'organisation de ses vers. Il reprend notamment la forme des alams, ce sont des petits poèmes très courts qui sont chantés en fait par les bédouins. Donc il reprend un petit peu cette disposition à son compte. Malheureusement, je crois pas qu'il y ait de trad qui soit disponible de cet ouvrage et c'est bien dommage parce qu'il le mériterait amplement. Après, si vous parlez un petit peu anglais, ça reste assez accessible, mine de rien. Je pense qu'il y a quelques poèmes qu'il faudrait que je relise pour prendre un peu de recul, mais globalement, c'est assez accessible. Ça m'a donné aussi beaucoup envie de creuser un peu plus la poésie contemporaine parce que quand je vois qu'on peut aborder, je me rends compte qu'on peut aborder beaucoup de thématiques qui sont peut-être dramatiques mais qui sont actuelles et hyper importantes de cette façon-là et que je trouve ça donne beaucoup de force aux propos. Donc ça m'a beaucoup intéressée et voilà, je vous recommande vraiment de vous intéresser un petit peu à cet ouvrage-là. C'est une très belle découverte que j'ai faite. Le mois de février, c'était aussi le Black Month History, qui était un mois qui était dédié à l'histoire des Noirs, donc j'ai essayé de lire quelques ouvrages qui allaient un petit peu dans ce sens. Et donc j'ai commencé avec Moisson de crâne de Abdourahmane Waberi, qui est un ouvrage qui prend, on va dire, qui se compose, on va dire, de fragments, qui sont un recueil de témoignages, de paroles autour du génocide du Rwanda. Donc, le tout début est assez violent, je vous avertis, les premières pages sont assez, décrivent vraiment moi, m'ont mis très mal à l'aise. Ce n'est pas que ça, puisque comme je vous disais, c'est un recueil, donc il y a des fragments qui parlent de la violence du massacre, mais qui parlent aussi de l'idéologie du point de vue des Hutus sur leur haine des Tutsis, d'où ça vient, comment ils l'expliquent, pourquoi ils les détestent en fait. On a un petit peu ces explications-là. Et puis ensuite après le constat du massacre et un peu et puis ensuite la réorganisation du pays un peu après. Comment on vit après un traumatisme pareil. Alors c'est un livre qui se suffit pas à lui seul. Déjà il a été écrit dans le cadre d'un projet pour écrire autour du Rwanda, donc il y a d'autres ouvrages qui sont, on va dire, qui étaient autour quand il est sorti, je pense, pour le compléter. Moi ça m'a amené à faire quelques petites recherches sur des lieux, des personnes, parce que j'étais un peu perdue à certains moments, donc ça m'a permis un peu de creuser ces points-là et d'avoir une vue un peu plus d'ensemble sur ce qui s'était vraiment passé, parce que moi je connaissais plus ou moins l'histoire, mais pas tant que ça au final. Donc ça permettait un peu de creuser certains aspects et de se rendre compte aussi que potentiellement la colonisation a pu avoir une influence dans le fait d'attiser la haine entre les deux communautés. C'est ce qu'on comprend plus ou moins dans les paroles de Waberi. Donc c'est vraiment un ouvrage qui est intéressant. Après, comme je disais, il faut être prêt un peu à faire ses propres recherches, de compléter la démarche par soi-même si on veut vraiment avoir quelque chose de pertinent et de constructif, je pense.
Un ouvrage qui n'a pas grand chose à voir avec le Rwanda, mais qui est Une lutte sans trêve de Angela Davis. Alors ça fait très longtemps que je veux lire un petit peu Angela Davis, je connais les personnages, mais je m'étais jamais penchée sur ce qu'elle avait fait, sur ce qu'elle avait dit. Et donc cet ouvrage-là, c'est on va dire un recueil qui comprend plusieurs interviews, plusieurs discours qu'elle a pu prononcer. Et elle y parle notamment donc, des violences policières avec le mouvement Black Lives Matter et aussi du système carcéral en Amérique, où elle nous explique justement qu'il y a des liens en fait entre le système carcéral américain et l'armée israélienne, puisque l'armée israélienne en fait forme des gardiens de prison américains avec certaines méthodes particulières qui sont reproduites ensuite. Elle parle aussi que ce système carcéral, l'Amérique a tout intérêt, les États-Unis ont tout intérêt à le maintenir en place, parce qu'on se rend compte en fait que c'est une multinationale qui s'en occupe, que c'est hyper lucratif et qui donc ils n'ont aucun intérêt à supprimer ce système-là. Tout de suite, on se rend compte que c'est quelqu'un qui s'engage sur plusieurs niveaux. Il y a vraiment une pluralité des luttes qui ressort, et avec un aspect, on va dire, même mondial. Parce qu'elle prononce ses discours dans différents pays, aux États-Unis bien sûr, mais aussi en Turquie, en France. Donc déjà, il y a cet aspect, on va dire, multinational qui ressort. Et il y a aussi un côté vraiment pluralité des luttes. On voit qu'elle est engagée à tout niveau pour le racisme, pour le féminisme, pour les droits des personnes LGBTQI+. Elle est bien sûr contre le capitalisme, bref, il y a vraiment plein de choses. Et j'ai l'impression qu'elle arrive à combiner tout ça de façon assez harmonieuse et en fait logique aussi. C'est une femme que j'ai trouvée vraiment passionnante à lire. Je suis vraiment très admirative de ses luttes, de ses engagements, de ce qu'elle a pu vivre, de ses combats. Vraiment, elle m'a beaucoup impressionnée, et ce que je trouve génial aussi, c'est cette façon qu'elle a donc de tout rassembler, de ne pas faire distinction sur la nationalité, de se rendre compte qu'il y a plein de luttes qui ont des choses, qui ont des problèmes dans les luttes, des oppressions qui ont des racines communes. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Elle m'a fait aussi m'interroger un peu plus sur le système, elle m'a donné de creuser, on va dire, un peu plus sur le système carcéral en général, donc ça tombe bien, j'ai surveillé et punir qui traîne dans le coin, qu'il va falloir commencer un jour. Et voilà, donc je sais pas si vous connaissez d'autres ouvrages qu'elle a écrits ou qui en tout cas contiennent des choses qu'elle a pu prononcer à l'oral, en discours ou en interview, je suis vraiment preneuse parce que cet ouvrage-là en tout cas m'a beaucoup plu. Je termine malheureusement sur une note un petit peu moins enthousiaste avec Un don de Toni Morrison. Alors c'est un ouvrage qui se passe au XVIIe siècle en Amérique, avec plusieurs personnages qu'on va suivre. Donc ça se passe dans une ferme qui est la ferme d'un néerlandais qui s'appelle Jacob, et où il y a 3 domestiques femmes. Donc il y a Lina qui est une survivante indienne, qui est la plus âgée des 3. On a ensuite Soro qui est une adolescente blanche qui est considérée comme simple d'esprit. Et enfin, la dernière arrivée qui est Florence, une petite fille qui est une esclave noire qui a été achetée par le fermier Jacob. Comme son nom l'indique, c'est un roman qui est polyphonique, c'est-à-dire qu'on va suivre plusieurs personnages, plusieurs voix de personnages. Alors tous les personnages sont racontés à la 3e personne, sauf le personnage de Florence, je vais y revenir un petit peu après. Donc on va suivre les 3 personnages féminins, mais aussi le personnage du fermier, donc Jacob, qui explique un peu au début comment il rencontre Florence, comment il se retrouve à devoir acheter Florence, comment il a eu sa ferme, pourquoi il a cette ferme-là, ses aspirations un petit peu, ce qui permet de mettre en place on va dire l'univers, l'ambiance, et de comprendre où se situe l'action. Mais le tout début du livre commence avec Florence à la première personne qui s'adresse à quelqu'un avec un tu qui revient régulièrement, mais on ne sait pas qui est ce tu, on ne sait pas qui est cette personne, et du coup c'est assez troublant pour démarrer le livre. Cela dit, je pense que l'explication de pourquoi Florence est le seul personnage qui parle à la première personne, eh bien c'est tout simplement parce que c'est le seul personnage noir qu'on va suivre dans le récit. Et donc du coup, via ce personnage-là, je pense que c'est Toni Morrison qui prend la parole en fait pour faire passer son message sur l'esclavage. Comme je disais, le fait que Florence commence à parler au tout début est assez perturbant. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le récit et à accrocher aux pages. Alors c'est lié un petit peu à la temporalité qui se mélange entre les différents personnages, c'est lié je pense aussi à l'écriture qui est un petit peu alambiquée aussi. Bon, au final on s'y retrouve et le puzzle s'assemble, et une fois que le puzzle est assemblé, on comprend tout ce qui s'est passé, et on a beaucoup plus d'empathie pour les personnages, mais c'est un peu dommage parce que on a pourtant une belle... on a 3 personnages féminins différents, qui ont des origines différentes, qui sont à des âges différents. Donc c'est assez intéressant d'avoir cette pluralité des voix. La thématique m'emballait beaucoup, mais au final, la mise en œuvre, j'ai vraiment eu du mal avec ça. Cette écriture, toutes les temporalités qui se mélangent. On a bien le recul à la fin pour comprendre tout, mais voilà, c'est un peu...
j'ai l'impression d'être passée à côté d'une partie du récit quoi. Donc je laisse pas tomber pour autant mon Toni Morrison, je pense que j'essaierai de lire d'autres livres qu'elle, mais voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu ces livres ou que vous en avez d'autres à me recommander, n'hésitez pas à me le dire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!